n'est-ce pas? Merci. Alors, je suis bien ça après. Alors, quand je regarde les amis masculins, je trouve qu'on a un point commun. André, Michel, Daniel et autres. En fait, nous avons un point commun qui est effectivement le cheveu blanc. Très bien. Donc le cochon véritablement cette case. Le second critère étant de l'humour, mais un humour avec un certain vécu, c'est-à-dire chargé d'histoire. Et là, je fais référence à quelqu'un qui excellait dans l'art oratoire, c'était un maître du logos, entre autres, et qui avait dit la chose suivante concernant la recherche scientifique en France dans les années 70. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Avez-vous une idée de l'auteur de cette citation? Oui, je peux ça. Très bien. Général de Gaulle, qui le représentait, n'est-ce pas? Alors, à la lumière de votre réponse, je me considère faisant partie de votre association, d'autant plus que j'aurais donné ma cotisation il y a un certain temps déjà. Donc, merci de m'accueillir parmi nous. Alors, la problématique que je propose peut paraître très ambitieuse, car elle balaye un large spectre dans le champ de connaissances, allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand, à l'infiniment complexe. Cependant, n'y voyez aucune prétention de ma part. Bien au contraire, lorsqu'on plonge dans ce genre d'abysse, on est pris d'un vertige qui nous mène fatalement, irrémédiablement, à l'humilité et au doute, ce doute cartésien que je peux imaginer par une expression qui ne m'appartient pas, à savoir absence de preuve ne signifie nullement preuve de l'absence. Alors la problématique étant, que sommes-nous véritablement? Que sommes-nous? Sommes-nous une simple association d'atomes dont émerger et la vie et la conscience, juste pas le fruit du hasard, ou sommes-nous réellement des êtres spirituels qui vivent en bas une expérience humaine? Alors bien évidemment, n'attendez-lui une autre réponse de ma part. Pour la simple et bonne raison, c'est que la réponse à cette question est strictement personnelle. Elle est même d'ordre socio-culturel pour un certain nombre d'entre nous. Autrement dit, la réponse la plus valable étant la vôtre, celle que vous donnez en fonction de votre vécu et expérience de vie. Cependant, on peut se tourner vers la science pour l'interroger, que sommes-nous? Pour avoir quelques éléments de réponse. Et je dis bien quelques éléments de réponse et non la réponse. Car comme le dit Albert Jacquard, dans l'un de ses ouvrages, la vérité ne se possède pas. C'est une quête, elle se cherche. Ce serait donc cette asymptote vers laquelle on tendrait sans pour autant pouvoir l'effleurer. Et ceux qui prétendent les détenir basculent mécaniquement, naïvement, vers les dogmes, les mythes et les croyances. Et comme vous savez, les croyances sont des concepts qui sont fixés d'autorité, alors que ma foi la science, réceptacle de théories scientifiques. Ces théories scientifiques sont confrontées à un débat d'idées. Certaines peuvent être amendées si nécessaire, et d'autres purement et simplement invalidées si, ma foi, elles sont contredites par la moindre observation. Cependant, les concepteurs de la science sont des scientifiques, tout simplement des humains, avec toute la subjectivité qui les caractérise. Et cette subjectivité est inhérente à la nature humaine, comme bien même ils exerceraient dans l'art de la logique, la rhétorique, la sémantique, la dialectique, l'éthique et tout ce qui finit par hic. Leur approche n'en demeure pas moins subjective, car elle se base sur des modèles. Et les modèles, qu'ils soient conceptuels ou formels, décrivent la réalité de façon imparfaite. Ils permettent juste de lever un pan du voile sur notre réel, qui de toute façon ne restera voilé à jamais, comme le prône haut et fort, preuve de l'appui, l'un des édifices intellectuels les plus harmonieux jamais construits par l'esprit humain, à savoir la physique quantique. Et cela va dans le sens de la réflexion du professeur Mehdi El-Maljar. Dans son ouvrage, on peut lire, et l'éducation, c'est donner à chacun, dans un cadre, et à travers des valeurs, la possibilité de défendre sa propre subjectivité. Les valeurs sont l'éthique et la morale. Le cadre, il faut le définir, pour éviter des discussions de comptoir ou des discussions de bistrot. Certes, ces discussions-là de comptoir et de bistrot sont très importantes, sur le plan sociologique, mais pas en science. Et le breton d'adoption que je suis, on connaît rien. Ray by Night, avec ses bistrots, ses pubs, ses petits restos, n'a quasiment pas de secret, pour moi. Pour vous dire que les discussions socio-culturelles, ben, je connais un rayon. Tenez, je vous fais parler des discussions socio-culturelles pour vous montrer les difficultés de construire un raisonnement cohérent et logique dans ce genre de lieu, quand bien même ils sont agréables et accueillants, surtout à partir d'une certaine heure. Alors, je vois déjà ma fille Inès, ici présente, 11 ans, bac-6, me dire, papa, arrête de rire de tes blagues, personne ne les comprend. Soit, le cadre étant
La Saint-Germain, que vous connaissez tous, un bistrot sympa, avec des gens sympas, qui refont le monde à leur façon, en quelque sorte, avec un nectar à la main, évidemment, avec modération, n'est-ce pas, à la russe. Et une question parmi d'autres qui se pose. Quelle est la différence entre la biologie et la sociologie? Quelle est la différence entre la biologie et la sociologie? Alors, je vous écoute. La biologie, c'est la science du vivant. Très bien, du vivant. La sociologie, c'est l'étude des sociétés. Très bien. C'est le genre de réponse qu'on peut avoir au début de soirée. On peut appeler ça des réponses académiques. Cependant, en fin de soirée, ben, les réponses sont tout autres. Si le nouveau lien ressemble au père, c'est la biologie. Si on ressemble au voisin, c'est la sociologie. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, c'est juste un petit clin d'œil que je fais à ma fille Anaïs, 34 ans, qui vient de voir des jumeaux la semaine dernière. Bravo. Merci pour elle. Alors, Lucas et Abel qui rejoignent leur grand frère Noah. Et j'ai vérifié, ils ressemblent beaucoup à leur père, véritablement. Et merci à eux d'avoir donné la vie de si belle manière, en quelque sorte. Très bien. Maintenant, que nous dit la science, véritablement? Et la science, elle nous dit, dans les leçons, que notre univers est âgé de 13,6 milliards d'années. Sa dimension actuelle, je parle de l'univers observable, est de 90 milliards d'années-lumière, sachant que l'année-lumière est une distance. C'est la distance parcourue par la lumière pendant une année, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Un petit calcul vous donne la correspondance en kilomètres. Une année-lumière correspond à 1713 km. Et cet univers est issu d'une singularité qui présente les caractéristiques suivantes. Une taille de 10 à la puissance moins 33 cm, une température de 10 à la puissance 32 Kelvin, c'est-à-dire une énergie colossale, et un âge dont un temps qui correspond à 10 à la puissance moins 43 secondes par rapport à une origine supposée. Ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, en deçà duquel, dans l'état des connaissances actuelles, toute exploration s'avère impossible. Et cette singularité en fait de façon fulgurante, c'est un événement que vous connaissez, à savoir le Big Bang, pour donner l'espace, la matière, les planètes, les étoiles et les galaxies. Alors, je ne vais pas filer, je vais jusqu'au bout. La science nous dit également que les particules subatomiques dont nous sommes composés ont été fabriquées au milieu des étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles a subi une série de transformations. Ça a donné dans un premier temps ce qu'on appelle de la matière divisée, c'est-à-dire les quarks et les leptons. Ensuite, de la matière condensée, les atomes. Ensuite, de la matière organisée, les molécules et les cristaux. Et par une alchimie qui relève du mystère jusqu'alors, dans l'état des connaissances actuelles, de la matière vivante, c'est-à-dire les cellules. Et par une autre alchimie non moins étonnante, de la matière pensante, c'est-à-dire les neurones. À la matière consciente, à la matière aimante. Je considère bon nombre de sophis musulmans du Xe et XIe siècle, dont notamment Ibn Arabi, et aussi des penseurs de la chrétienté, Saint Augustin, et plus récemment dans le temps, Pierre Teilhard de Chardin, qui avance l'idée qu'effectivement que l'amour étant la vibration, je ne parle pas de sentiment, de la vibration la plus noble et la plus transcendante de la pensée humaine. Justement, à propos de vibration, je vous suggère de méditer cette très belle réflexion de Pierre Teilhard de Chardin, et prêtre jésuite, dans un ouvrage, La place de l'homme dans la nature, paru 10 ans après son décès. Je pense qu'il me semble que c'est sa sœur qui s'en est chargée de faire de l'édition, en quelque sorte. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les marées, la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour, alors pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Bien évidemment, à ne pas confondre avec les feux de l'amour et autres niaiseries hollywoodiennes, n'est-ce pas? Comme vous le savez, nous sommes en interaction avec notre univers via une organe